Et nous sommes live. Bonsoir tout le monde et bienvenue sur le stream. J'espère que vous allez bien. J'avoue que de mon côté ça fait un petit peu bizarre. J'en discutais avec madame la députée juste avant le début du stream. Ça me fait un peu bizarre de parler français en tant que MIP assistant parce que ça fait 8 ans que je passe mon temps à tout faire en anglais. Je vois que le chat est déjà présent, y compris avec ceux qui ne sont pas francophones. Donc bon courage à vous pour suivre le chat. Je sais qu'il y en a certains qui ont fait des montages un peu élaborés pour avoir une traduction en direct via Google Translate, donc ils me diront après comment ça s'est passé. Mais du coup, la question du français m'amène à mon premier point. Donc ce soir, j'accueille la députée européenne Marie-Pierre Védrenne pour qu'elle nous parle de son travail au Parlement européen. Et on fera ça en français, comme vous pouvez l'entendre. Ça a suscité quelques commentaires de la part de mon audience, que ce soit sur Discord ou Reddit, qui se demandaient pourquoi je faisais cette interview en anglais. Pourquoi je ne faisais pas cette interview en anglais, comme je le fais pour tout mon contenu normalement. C'est vrai que l'anglais c'est la langue principale de ma chaîne et de mon contenu, mais depuis le début de mon projet, j'ai toujours souhaité avoir un segment en français, en particulier lorsqu'il s'agit d'interviews de personnalités politiques françaises, parce que Madame Védrenne et ses collègues députés européens français, ils sont élus par des Français, et ultimement ils sont responsables devant les électeurs français. Donc je pense qu'il est important de permettre à ceux qui élisent leurs députés de savoir qui sont les gens qu'ils ont élus, ce qu'ils font à Bruxelles, etc. Et ce dans leur langue maternelle. Et je pense que c'est d'autant plus important alors qu'on sait aujourd'hui que d'une part l'Europe c'est loin d'être le sujet favori des médias traditionnels français, et d'autre part que l'année prochaine on a la présidence française de l'Union Européenne. Donc autant faire d'une pierre deux coups. Bref, tout ça pour dire que ce soir on parle français, et on parlera français probablement une fois par mois, lors des différentes interviews que j'aurai avec les eurodéputés français. Donc pour revenir un peu à nos moutons, je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui ce soir pour cette première interview francophone Marie-Pierre Védrenne, donc eurodéputée française. Elle appartient au groupe Renew au Parlement européen, donc les centristes, et en France elle est membre du MoDem. Elle a 38 ans, donc relativement jeune pour une députée, et elle a été élue pour la première fois en mai 2019. Et elle est aujourd'hui l'une des vice-présidentes de la commission parlementaire sur le commerce international, sujet important puisque l'Europe a ce qu'on appelle la compétence exclusive en la matière, c'est-à-dire que seule l'Europe a le droit de conclure des accords commerciaux. La France ne peut pas le faire individuellement, il n'y a que l'Europe qui peut le faire. Mais avant de commencer notre interview, notre discussion avec Madame Védrenne, je vais brièvement expliquer comment on va procéder et les règles de la maison. Donc notre invitée sera avec nous pendant 45 minutes à 1 heure, suivant le nombre de questions qu'on va avoir. Après quoi, elle partira et elle ira vivre sa vie. Mais moi, je continuerai le stream pendant 15 à 30 minutes pour faire un petit débrief, discuter de ce que vous en avez pensé, donner des éléments supplémentaires s'il y a besoin, etc. Donc j'ai préparé des questions de mon côté, j'en ai collecté d'autres via Reddit, Discord et Twitter, mais vous pouvez aussi poser vos questions directement dans le chat, je garderai un œil dessus et je piocherai dans vos suggestions. Donc n'hésitez pas à participer et à réagir, mais faites-le dans la bonne humeur et ne spammez pas. Donc avant qu'on commence, dernier point sur pourquoi on fait ces interviews. Le but de ces interviews, c'est de vous aider à mieux comprendre ce que c'est que le job de député européen, qui est Madame Védrenne, ses priorités et quelques-unes de ses opinions sur la politique européenne. Et je vois déjà dans le chat la première référence à Quatremer. Effectivement, Quatremer approuverait. Yes, European Show, you can speak in English in the chat. If you ask a question, I will translate it. But thanks for coming over. I know you don't speak French. Donc on rentrera pas dans des débats de fond en profondeur et on touchera pas à la politique nationale, à moins que ça soit intéressant vis-à-vis de la politique européenne. Donc gardez ça en tête au moment de poser vos questions. Sur ce, lançons-nous. Donc bonsoir et bienvenue à vous Marie-Pierre Védrenne, merci encore d'avoir accepté d'être ici ce soir. Comme j'ai expliqué à l'instant, le but du jeu de ce soir et des interviews que je fais sur la chaîne en général, c'est de mettre un visage sur l'Union Européenne et d'aider les gens à mieux comprendre ce qui se passe à Bruxelles. Et ça tombe bien, les députés européens sont parfaits dans ce rôle-là parce que vous êtes élus pour représenter les citoyens. Donc ce soir, on va apprendre à mieux vous connaître, comment les députés européens travaillent et en savoir un peu plus sur ce que vous pensez de l'Europe. Donc pour lancer un peu la discussion, je vous propose de vous présenter brièvement aux gens qui nous regardent et on enchaînera ensuite avec mes premières questions. Bonsoir à tous. Donc, comme vous l'avez dit, donc Marie-Pierre Védrenne, vous avez aussi dit j'ai 38 ans, je vis en Bretagne. Vous avez raison aussi de rappeler dans votre intervention que
je suis députée européenne française. Donc, et comme ça, a priori, ça a été mis dans le chat, c'est important pour moi de m'exprimer en français aussi, même si c'est possible de s'exprimer en anglais. Et souvent, j'interviens en anglais aussi en commission. Mais moi, si j'ai fait le choix de m'engager en tant que justement députée européenne, c'est aussi dans l'objectif de rapprocher les Français avec l'échelon européen. Et il y a beaucoup de Français qui ne parlent pas anglais et qui ne comprennent pas le langage de la bulle bruxelloise. Et pour moi, c'est important de décrypter, justement, comme on va le faire ce soir, l'actualité du Parlement européen, expliquer la réalité de notre action et en quoi l'échelon européen, justement, a un rôle essentiel dans notre vie quotidienne et en quoi ce projet, il est important de le défendre, mais surtout, il est important de le rendre plus efficace, plus efficient dans la vie quotidienne des Français et des Européens. Pour compléter un peu la présentation, vous l'avez dit, je siège dans la commission du commerce international. J'ai été élue vice-présidente de cette commission. Je suis aussi membre de la commission emploi et affaires sociales et je suis suppléante dans la commission des pétitions, ce qui est un petit peu justement le lien entre l'Union européenne et les citoyens et renforcer la participation citoyenne à cette bulle bruxelloise qui peut parfois paraître très loin du quotidien de nos concitoyens. Je pense qu'on sera tous d'accord sur ce constat. Alors du coup, pour ma première question, ça va être, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi vous êtes lancé en politique et comment vous êtes devenue députée européenne? C'est quoi votre histoire? Vous avez raison de dire que tout à l'heure, vous l'avez dit dans votre présentation, c'est mon premier mandat. J'étais pas du tout élue locale avant, ce qui est souvent assez rare parce qu'en France, il faut être soit devenu maire, président de région, etc. avant de devenir député européen. Et puis, dans ma délégation, il y a quand même eu la volonté du président de la République, Emmanuel Macron, d'avoir des nouveaux visages qui représentaient et qui incarnaient quelque chose pour le projet européen. Et moi, avant donc d'être élue, j'étais directrice de la Maison de l'Europe de Rennes. Donc, j'avais fait des études en droit européen et en droit de l'Organisation mondiale du commerce. J'avais travaillé dans le développement de projets éoliens, dans un programme européen sur la gestion des déchets, donc toujours en lien sur le territoire entre l'Europe, les politiques publiques et comment ça se matérialisait dans ma région et en Bretagne. Ce qui a fait qu'au bout d'un moment, j'ai eu envie de changer en quelque sorte de statut et de ne plus être seulement dans le commentaire de l'actualité européenne ou des politiques publiques et de devenir acteur de ces politiques publiques. Il y a eu plusieurs choses. Il y a eu le Brexit. Clairement, ça a été aussi un élément déclencheur. Même si, justement, quand je travaillais à la Maison de l'Europe, souvent, quand on avait des échanges avec la Commission européenne, les acteurs de terrain, on leur disait « Attention, il y aura Brexit. Vous n'êtes pas sur le terrain, vous ne vous rendez pas compte des difficultés et du manque d'appréhension sur les sujets européens et du rejet vis-à-vis de l'Union européenne. » Et donc ça a été un élément fondamental. Et puis, ça peut paraître un peu aussi, on va dire, peut-être un peu niais pour certains, mais le fait de devenir maman aussi. Parce que je pense que moi, j'ai toujours été engagée sur les questions européennes. Avant, j'étais aux Jeunes Européens. La Maison de l'Europe, c'est aussi un engagement associatif avant d'être vraiment directrice et là que ça soit aussi entre guillemets une source de revenus. C'est le fait de se dire, je crois au projet européen, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est un échelon fondamental, c'est un projet politique qu'il faut défendre, et de voir la montée des populistes à la fois en Europe et à la fois en France, je me suis dit non, au bout d'un moment, il faut que je m'engage plus et que je défende avec force mes convictions, pas seulement justement dans le commentaire, et que je prenne le risque de me présenter à la candidature aux élections européennes. Et puis, cette présentation à la candidature, elle a plutôt bien fonctionné parce que j'étais la numéro 3 sur la liste Renaissance. Et donc, devenue députée européenne en mai 2019. D'accord, donc une belle histoire, in fine. Maintenant que vous êtes députée européenne, comment est-ce que vous décririez le job ? Décrire le job de député européen. Je pense qu'il est propre aussi à chaque histoire et à chaque député européen. Parce que, comme je viens de le dire, moi, il y a eu un engagement d'abord propre sur le projet européen, sur la défense que l'Union européenne, c'est un projet, pour moi, en lien avec la paix, en lien avec la liberté, un rôle fondamental dans un monde globalisé tel qu'il se développe. Du coup,
je me dis comment derrière j'ai envie de continuer à faire le lien avec les citoyens. Donc je suis aussi dans mon quotidien très présente en Bretagne, ce qui ne va pas être forcément le cas par rapport à des députés qui ont moins une assise, on va dire, et moins un ancrage territorial. Donc ça, c'est une part aussi de mon quotidien de député. C'est-à-dire que je dirais que mon quotidien, il passe aussi par beaucoup de temps dans les transports. Je pense que mon empreinte carbone, depuis que je suis devenue députée européenne, elle n'est pas forcément terrible, par exemple. Et puis, bien évidemment, pour moi, il s'agissait d'être très présente aussi au début du mandat à Bruxelles, à Strasbourg, pour avoir une influence et pour pouvoir être crédible aux yeux de mes collègues, notamment dans la commission commerce international, leur démontrer que j'allais avoir des propositions qui étaient fiables, qui pouvaient me suivre, que je n'étais pas une folle protectionniste française, parce que dans la commission commerce international, il y a souvent parfois un petit peu ces préjugés sur les Français. Donc ça a été au début, en fait, beaucoup dans le quotidien, c'est souvent ce que je dis quand je fais des interventions scolaires, énormément de caféine, parce que j'ai pris le temps d'échanger avec beaucoup de collègues pour comprendre leur point de blocage, pour ensuite avoir réellement une influence importante à l'intérieur du Parlement européen, et puis à l'extérieur, forcément aussi en lien avec la Commission européenne, en lien avec le Conseil, la représentation permanente de la France, etc., nos collègues à l'Assemblée. Je dirais que c'est un quotidien aussi extrêmement riche et stimulant, notamment par les rencontres qu'on peut faire dans les institutions européennes, mais aussi sur les rencontres sur le territoire ou en Bretagne ou à Paris. Ouais, c'est un job à plein temps en fait. Ouais, par contre, ouais, c'est un job à plus que plein temps. Ouais, non, ouais. Clairement. Ok, donc encore une fois, je pense qu'on va être d'accord sur ça. J'ai connu un député qui avait dit à un de ses collègues nouvellement élus, le secret pour être un bon député européen, c'est d'avoir une bonne paire de chaussures et une bonne valise. Ouais, c'est bien ça. Il y a un peu de ça, ouais. Alors du coup, vous avez un peu anticipé certaines de mes questions, mais c'est parfait, ça va me servir de transition. Donc, comme vous le disiez, vous avez été présidente de la Maison de l'Europe à Rennes pendant plusieurs années. Donc, vous savez ce que c'est que d'expliquer l'Europe et ce que font les députés européens en général. Mais est-ce qu'une fois que vous êtes devenue députée européenne vous-même, vous avez vécu le passage de la théorie à la pratique d'une manière compliquée ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des choses qui se sont révélées plus compliquées que ce que vous pensiez ou ce que vous disiez aux gens, ou différentes de ce que vous expliquiez quand vous étiez à la Maison de l'Europe ? Non, comme vous dites, j'avais cette chance d'appréhender la bulle bruxelloise, les différentes institutions et tout. Je me souviens d'échanges que je pouvais avoir avec d'autres collègues qui, quand on leur parlait conseil, ils étaient là, mais quel conseil Donc c'est vrai que pour ça a été vraiment un avantage quand je suis arrivée au Parlement européen. Moi, on va dire, ce qui était différent comparé à d'autres collègues, c'est que moi, il fallait que j'endosse le costume de responsable politique. C'était plutôt ça, c'était la prise de risque, devenir un peu plus un stratège politique. C'est plutôt là, on va dire, où moi, il fallait que je fasse mes armes en arrivant au Parlement européen sur cette question-là. Mais après, sur peut-être ce que je savais déjà et ce qui a été vraiment confirmé, c'est aussi le poids de l'administration, c'est-à-dire que si vous ne suivez pas pleinement vos dossiers, en gros, les choses peuvent très bien avancer sans les parlementaires. Et moi, j'estime qu'elles ne doivent pas avancer sans les parlementaires, parce que justement, ils sont là pour donner aussi des orientations politiques. Bien évidemment, on est appuyé par des équipes, mais ce n'est pas à l'administration du Parlement européen de fixer certaines lignes. Donc ça, c'est vrai que c'est peut-être... ça n'a pas été une surprise, mais ça a été vraiment accentué. D'accord. Quand je suis arrivée ici. Alors j'ai juste déjà 2 questions du chat. Alors d'abord l'Européicheux qui demande si la Maison de l'Europe c'est un réseau qui existe uniquement en France. Je pense. Non. Non. Ah ok, je pensais. Non, les réseaux Maison de l'Europe, c'est des réseaux à l'échelle de l'Union européenne et même au-delà. C'est plutôt même l'échelle Conseil de l'Europe. Il n'y a pas forcément les mêmes noms dans tous les États. Ah, c'est peut-être pour ça. Mais ça existe bien. Et puis en fait, si vous voulez, il y a la Maison de l'Europe de Rennes avec d'autres structures. On est ce qu'on appelle, on était, c'est toujours le cas pour la Maison de l'Europe, des réseaux de la Commission européenne sur le territoire, des réseaux Europe Direct. Je sais pas du coup si voilà. Et donc ça me permettait aussi d'être souvent à Bruxelles et d'être en lien avec la Commission européenne.
Donc ça, pour le coup, c'est aussi un réseau forcément dans toute l'Union européenne. Ouais, mais après, enfin, c'est vrai qu'il y a souvent, il y a régulièrement cette confusion entre la Maison de l'Europe et Europe Direct. Et enfin, moi, je me souviens à l'époque quand j'étais au Parlement et même là, en préparation du stream, quand je cherchais à attirer l'attention des différentes maisons de l'Europe. Alors il y en a 5 qui s'appellent Maison de l'Europe, d'autres qui s'appellent Europe Direct, et c'est un peu compliqué d'avoir la vision, ok, à qui on doit parler pour parler aux maisons de l'Europe. Donc il y a par moment un problème de clarté, ouais, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux. Après sur les sites internet c'est autre chose, mais quand on essaie de les trouver sur les réseaux sociaux c'est un peu compliqué. Ok, alors on va passer un peu au fond. Donc comme vous l'avez dit, vous êtes membre de la commission du commerce international, de celle sur l'emploi et les affaires sociales et suppléante en commission des pétitions. Alors j'allais vous demander pourquoi vous avez choisi ces commissions, vous avez déjà relativement expliqué, donc ça je vais passer. Mais au sein de ces commissions elles-mêmes, les députés sont souvent spécialisés. C'est quoi votre dada dans chacune de ces commissions ? Alors, dans la commission commerce international, du fait d'avoir fait un master sur droit de l'UE et droit de l'OMC, forcément, l'Organisation mondiale du commerce, j'ai voulu être sur ces questions-là. Parce que là aussi, du fait de mon diplôme, du fait de mon parcours avec la commission, ça me permettait d'être tout de suite positionnée en tant que rapporteur pour Renew. Donc ça, je l'ai obtenu. Vous savez, dans la commission commerce international, il y a moins de législatifs. On a justement ces groupes de suivi par zone géographique. Donc moi, pour Renew, je suis la Chine. Donc forcément, en plus, c'est d'actualité. Ouais. On y reviendra plus tard. On y reviendra plus tard sur la Chine. Il y a plein de choses. Je suis pour l'Afrique centrale, rapporteur pour le Parlement européen pour l'Afrique centrale. Et c'est aussi en lien justement avec le fait que je sois dans la délégation ACP-UE. Afrique, Caraïbes, Pacifique, Union européenne. Je suis aussi rapporteur pour Renew sur le traité sur la charte de l'énergie et la Cour multilatérale d'investissement. Ça, je pense que c'était... Il y avait peu de gens chez Renew qui avaient envie d'aller sur ces sujets, ce que je peux comprendre parce que c'est effectivement éminemment technique, mais c'est éminemment justement politique aussi. Et ça, quand on a justement les échanges sur le traité sur la charte de l'énergie, et sur la politique commerciale en général, c'est justement la cohérence entre toutes nos politiques européennes. Donc, c'est principalement ces sujets-là que je suis. Mais pour la délégation Renaissance, évidemment, le Mercosur, le Mexique... Ouais, vous supervisez un petit peu tout ce qui se passe en trade, évidemment, parce que vous êtes... Je crois que vous êtes la seule membre de la délégation Renaissance de Serre également suppléant. De Serre également suppléant. Ah oui, évidemment. Il y a des enjeux pour l'agriculture, évidemment. Exact. Ok, alors... Donc voilà, vous êtes dans ces différentes commissions, vous avez vos sujets. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement quelles sont vos 3 priorités politiques, les 3 choses que vous voudriez avoir accomplies pendant votre mandat? C'est souvent dans mes interventions, je dis souvent que je veux qu'on passe du libre-échange au juste échange. Notamment, c'est un axe fort à défendre dans le groupe Renew parce que je pense que vous le savez, dans mon groupe politique, on est plutôt sur la défense du free trade. Et moi, je pense que c'est bien du free trade, mais du fair trade, c'est un petit peu mieux. Donc, c'est comment, justement, on avance sur ces questions-là. Et là, si on rentre un peu plus dans le technique pour y arriver, c'est comment nos chapitres de développement durable dans les accords commerciaux, ils deviennent réellement contraignants. On va vers une gradation de sanctions. Et globalement, en fait, c'est d'autant plus maintenant avec la présentation de la Commission sur... sa nouvelle stratégie commerciale, c'est comment on développe réellement notre autonomie stratégique. Et je pense que moi, j'aimerais bien faire comprendre à la Commission européenne que le temps de conclure des accords de libre-échange à tout va, il doit être derrière nous. C'est comment on travaille sur la mise en œuvre et comment on fait en sorte que tout ce qu'on a acquis dans nos accords commerciaux devienne réellement réalité, que les engagements de tous nos partenaires soient réellement respectés. Donc, en bon jargon bruxellois, en gros, c'est tout le travail sur l'enforceability, quoi. D'accord, ok. Alors, je fais juste une question dans le chat de Van sur trade. Je l'ai noté, mais comme on va couvrir les questions trade spécifiques un peu plus tard, je l'ai noté et on y reviendra plus tard. Donc, ne t'inquiète pas, je ne t'ai pas oublié.
Donc toujours sur votre rôle en commission INTA. Donc INTA, c'est comme ça qu'on appelle la commission du commerce international. Donc vous êtes vice-président dans cette commission. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ce poste implique? Est-ce que ça vous donne plus de pouvoir par rapport aux députés lambda, entre guillemets, ou est-ce que c'est un titre plus honorifique qu'autre chose? Alors, ça permet d'avoir accès à certains documents confidentiels. Et clairement aussi, ça donne une visibilité. Après, vous n'avez pas plus de pouvoir quand vous êtes vice-président que les autres parlementaires qui votent. C'est vraiment aussi, par contre, lui, le président, Bernd Lange, qui siège à la conférence des présidents, etc. Donc, mais ça donne une visibilité. Par exemple, quand il n'y avait pas le Covid, la Covid, quand il y avait les présidences tournantes qui venaient présenter justement leur axe prioritaire, on pouvait avoir un déjeuner entre les vice-présidents et la présidence. Donc ça, voilà, c'est vraiment aussi, ça vous rend plus visible d'avoir cette vice-présidence. Après, j'ai eu la chance que de temps en temps, Bernd Lange ne pouvait pas être là, donc je présidais la commission. C'est toujours sympathique aussi. Parce que du coup, quand vous présidez, vous avez une liberté de parole, vous pouvez un peu dire ce que vous voulez aussi, gérer un peu plus le timing comme vous voulez. Mais sinon, non, après, il n'y a pas plus de pouvoir que ça. D'accord, ouais, donc c'est plus un gain en termes d'accès à la fois à des gens, il y a des documents, mais aussi de visibilité médiatique, politique et tout ce qui s'ensuit. Ok, bon, c'est clair. Vous parliez Covid, donc justement, je vais vous demander comment est-ce que la Covid a affecté votre capacité à travailler comme députée européenne? Ça, par contre, ça a vraiment un impact extrêmement important dans le quotidien du parlementaire. Au-delà de faire 2 tests par semaine pour pouvoir passer les frontières, c'est parce que le Parlement européen, c'est vraiment ce travail d'influence, ce travail de réseau, ce travail d'échange avec les autres collègues, avec les autres institutions. Et forcément, là, on voit quand même beaucoup moins de monde dans les couloirs du Parlement européen, que ce soit les collègues ou que ce soit les autres institutions ou les lobbyistes, etc. Donc ça a vraiment un impact négatif dans le quotidien du parlementaire parce qu'il y a des sujets que vous pouvez déminer avec certains collègues, notamment sur des listes de vote ou autres, sur des dépôts d'amendements, en vous croisant dans les couloirs, alors qu'au téléphone, par Zoom ou d'échange mail, ça n'a pas la même proportion à l'échange. Donc ça, c'est vraiment un impact négatif. Ok, non, mais je pense que tous ceux qui travaillent à Bruxelles, on est tous d'accord là-dessus. Il y a beaucoup de choses qui seraient réglées très rapidement en 10 minutes si on était dans la même salle, mais ça prend une demi-heure, 1 heure par Zoom pour régler ça. Alors, dans le chat, je vois European City qui vous demande combien vous avez d'APA, donc combien d'assistants parlementaires vous avez pour couvrir votre mandat. J'ai 3 assistants parlementaires accrédités à l'heure actuelle. Donc 2 qui suivent plus particulièrement le législatif, et un autre qui va plutôt faire le lien entre le territoire et le législatif, la gestion de mon agenda, et puis aussi les liens avec la délégation, avec la presse, etc. Donc 3 assistants. Plus les locaux? Non, je vais discuter ça avec votre assistant. Vous n'avez pas d'assistant local, effectivement. Non, je n'ai pas pris d'assistant local. Ok. Alors en parlant de local, j'ai justement une question de quelqu'un dans le chat qui dit qu'il est un élève du lycée Sainte-Anne d'Auray, qui a eu la chance d'être venu vous voir en décembre 2019 à l'occasion d'un voyage scolaire, et donc qui demande, je fais un peu le passage de plat parce que son professeur, Monsieur Ryan, aimerait beaucoup pouvoir reconduire la visite et il se demande si c'est possible de le faire dans le contexte actuel. Malheureusement, on ne peut pas accueillir de groupe de visiteurs pour le moment, mais je me souviens du lycée d'Auray. Et non, à l'heure actuelle, c'est vrai qu'on n'a pas de groupe de visiteurs. Et moi, en tout cas, à titre personnel, c'est vraiment quelque chose qui me manque parce que j'étais ravie d'accueillir des groupes, à la fois à Strasbourg, à la fois à Bruxelles. Je pense que c'est extrêmement important parce que quand dans votre intro, vous abordiez aussi les difficultés de compréhension du projet européen, de comment ça se passe. Quand on voit toutes les critiques, notamment sur le fait que l'Union européenne ne serait pas une démocratie, etc., quand on vient ici, on se rend compte réellement justement du poids de la prise en compte de tous les partis, de toutes les positions. Donc, mais dès que ça sera possible, avec grand plaisir pour les réaccueillir.
Ouais, et puis du manière générale, les groupes de visiteurs, c'est toujours quelque chose que les députés et même les assistants aiment bien. Moi c'était probablement une de mes parties préférées dans le job, d'accueillir les groupes. Alors je sais pas si vous avez eu la même expérience. Moi, mes groupes préférés, c'était les groupes avec les tout petits. Ceux qui ont entre 8 et 12 ans, ils sont très mignons, et surtout ils ont aucun filtre. Donc ils posent absolument toutes les questions qui passent, et paradoxalement, quelques-unes des questions les plus compliquées que j'ai eu à répondre, c'est SD de gamins de 8 ans qui me posent la question. Je fais merde, j'ai pas réfléchi à ça, effectivement, qu'est-ce que je vais répondre. Mais oui, les groupes de visiteurs, c'est toujours une bonne occasion. Et puis effectivement, ça permet aussi de faire découvrir aux gens qu'est-ce qu'on fait au Parlement européen. Donc, puisqu'on parle un peu de comment les citoyens perçoivent l'Europe, est-ce que vous considérez est-ce que vous avez l'impression en tout cas que le travail que vous faites à Bruxelles, ainsi que celui de vos collègues, est suffisamment couvert dans les médias français ? Je pense que si vous posez la question, c'est que vous avez aussi déjà la réponse, c'est non. Je pense qu'il y a un effort qui est fait, on va dire, spécifiquement par la presse écrite, où il y a quand même une couverture assez importante. Mais en tout cas, sur les grands médias, sur les chaînes télé, sur les radios, on est en dessous vraiment des enjeux, je pense. Je pense que ça vient aussi du fait que, à la fois, peut-être, c'est notre responsabilité, et du parlementaire européen, on n'est pas, on va dire, toujours attractif. C'est-à-dire que souvent on dit l'Europe c'est pas sexy, c'est trop compliqué, c'est trop des technos, on comprend rien de ce qu'ils racontent. Donc on a notre part de responsabilité. Mais je pense que ça marche dans les deux sens. La part de responsabilité, elle est aussi dans les médias qui doivent avoir plus de correspondants ici. C'est pareil, moi souvent j'ai proposé aussi par exemple à des radios locales de venir ici, et ils étaient à chaque fois très très contents, et maintenant on continue justement à faire des émissions avec eux. Donc il y a plein de choses, je pense, à imaginer pour faire en sorte que les questions européennes soient appropriées par le plus grand nombre de journalistes. Et effectivement, comme vous l'avez pressenti, je suis d'accord avec vous. Je pense que n'importe qui aurait été à Bruxelles sera d'accord avec vous. Effectivement, éventuellement, c'est un point que je couvrirai dans le débrief, mais un peu l'idée de désert médiatique que Bruxelles peut représenter pour un homme ou une femme politique français, et donc qui fait qu'il y a un peu un désamour de la carrière de député européen. Mais effectivement, on est d'accord, et tout ce qui peut être fait pour améliorer ça est bon à apprendre. Et effectivement, je pense qu'il y a aussi une prise de conscience. Parlons maintenant un peu d'influence française. C'est un thème qui est revenu souvent, et on crédite souvent à Emmanuel Macron une forme de renouveau, ou au moins un effort renouvelé pour accroître l'influence française en Europe. Comment est-ce que vous observez vous-même cette influence française sur le terrain à Bruxelles, et quelles en sont les limites ? L'influence française, déjà, par rapport à juste ce que vous venez de dire, aussi sur le commentaire de la précédente question, c'est que, par exemple, si je me focalise sur la délégation à laquelle j'appartiens à Renaissance, quand il y a eu l'établissement justement des listes, et par rapport à ce désert médiatique que vous évoquiez, le choix pour les membres de la délégation Renaissance, c'était d'avoir qui avaient conscience de ça, mais qui allaient être pleinement investis dans leur mandat de parlementaire européen, et qui allaient faire aussi rayonner leur action sur le territoire, et qui allaient tenter aussi de le faire au niveau médiatique et au niveau national. Donc je pense que l'influence française, elle se concrétise par le fait que dans de nombreuses délégations, pas dans toutes évidemment, on a des parlementaires européens français qui sont extrêmement investis dans leurs différentes commissions, qui sont présents, qui lâchent rien sur les différents dossiers. Je pense que l'influence française aussi, elle est peut-être renforcée par le fait que maintenant, les délégations françaises entre elles, je mets de côté le Rassemblement national, se parlent davantage. C'est-à-dire que maintenant, il y a aussi des points entre chefs de délégation, ce qui n'était pas forcément le cas toujours par le passé. Donc ça joue, parce que forcément quand vous avez les Allemands qui eux sont très présents, sont là depuis plusieurs mandats, font le pack allemand, ça n'a pas toujours été le cas de la France. Donc je dirais que ça a été renforcé là sous cette mandature.
Après, forcément, en tout cas, ce qui concerne Renaissance, quand vous faites partie du gouvernement, l'influence, elle se renforce. On fait des points régulièrement avec nos ministres, avec le président de la République. Donc ça aussi, c'est comment on joue le pack entre ce qui est défendu au Conseil et ce qui est défendu au Parlement européen. Les échanges aussi avec Thierry Breton, même si son rôle de commissaire, c'est pas de défendre les intérêts français, mais c'est bien d'être sur l'intérêt général européen. Mais tout ça, ça contribue à avoir une influence française dans la bulle bruxelloise qui est plus forte. Donc ça, je savais pas qu'il y avait une coordination plus intense avec au moins entre les chefs de délégation des différentes délégations françaises, sauf Rassemblement National, j'imagine. Et du coup, est-ce que le fait qu'il y ait cette forme de coordination, ça peut tendre à apaiser les relations aussi entre les délégations, parce que si on regarde uniquement à la télé ou ce qu'on peut voir dans les médias, parfois on a un peu l'impression que d'un groupe politique à l'autre, vous êtes ennemis mortels, quoi. Ouais, forcément, parce que y a les postures politiques et politiciennes aussi, et c'est ce que je dis aussi, on est là pour faire de la politique, et à des moments, il y a un agenda national qui fait que oui, on va bien travailler ensemble sur certains sujets à Bruxelles, et dès qu'on rentre à Paris sur des plateaux, on va s'attaquer les uns les autres. Moi, je vous donne un exemple, en tout cas pour ce qui concerne la Commission Commerce International. Quand il y a eu la conclusion de l'accord d'investissement sur la Chine, moi, j'ai proposé à Emmanuel Morel, à Raphaël Glucksmann, Arnaud Danjean, Yannick Jadot, qu'on fasse un point ensemble. On ne partage pas forcément toujours les mêmes positions sur le volet commercial, mais je trouvais ça dommage parce qu'il y a quand même une spécificité française sur les sujets commerciaux qu'on n'échange pas ensemble, pour voir justement comment on renforce notre influence, comment on fait attention sur les différents sujets, comment on n'est pas pris en étau sur des sujets tels que le Mercosur, etc. Et voilà, on a fait cet échange, c'était très positif et c'était pas fait jusqu'à présent. Donc je trouve ça un peu dommage parce qu'on a des sujets où il y a quand même cette particularité française où on peut être isolé. Donc c'est important de le faire, mais on n'empêchera pas le fait, je pense, que quand on rentre à Paris, à des moments, on se fera attaquer par certains parce qu'ils trouveront que, par exemple, sur les questions du pacte vert, on ne va jamais assez loin, etc., etc. D'accord, après le jeu de la politique reprend ses droits une fois qu'on est de retour à Paris ou sur les plateaux. Alors juste, je vois que Géotech a posé une question sur Strasbourg. Pareil que Johan, j'ai une question sur Strasbourg plus tard, je l'ai copiée et je reviendrai sur ta question à ce moment-là. En attendant, on reste à Bruxelles. Donc vous appartenez au groupe Renew, qui est le troisième plus gros groupe politique au Parlement européen. Est-ce que c'est difficile parfois de travailler avec des députés de sensibilités différentes, qu'il s'agisse du PPE ou des Verts, pour trouver des majorités? Puisque au Parlement européen, on le sait bien, je ne sais pas si les gens en audience le savent, mais aucun groupe politique n'a la majorité à lui tout seul. C'est pas comme à l'Assemblée nationale. Donc du coup, vous devez toujours former des majorités avec les autres groupes politiques. Donc comment ça se passe concrètement? Moi, je dirais que parfois, mes alliés, ils sont pas dans mon groupe politique sur certains sujets, notamment dans la commission justement commerce international et dans la commission emploi. Je vous donne un exemple concret. Je suis rapporteur pour le groupe Renew en commission emploi sur un rapport d'initiative sur la mobilité des travailleurs à l'intérieur du marché européen. Mes alliés, sur certains sujets, ça va être des sociaux-démocrates espagnols, ou ça va être Denis Radke, le coordinateur PPE. Par contre, des fois, des Bulgares de Renew vont me dire « Ah non, Marie-Pierre, ce que tu proposes, ça ne nous va pas. » Non, je pense que c'est vraiment justement tout ce travail d'influence et tout ce travail qui doit être fait aussi au début du mandat, de cartographier en quelque sorte tous les rapports de force, tous les positionnements des uns et des autres sur les différents sujets. C'est en ça où justement on est épaulé par nos équipes d'assistants et d'assistants de délégation qui font ce travail avec nous de mapping pour pouvoir être le plus influent possible et gagner les positions et obtenir des majorités. Ok. Toujours en restant sur Renew, et vous l'avez un peu évoqué à l'instant, Renew est
son ancêtre, la DLE, était connu pour ses divergences internes, notamment entre ce qu'on va appeler les libéraux à la nordique et les centristes plus à la française, on va dire, en simplifiant énormément les choses. Et c'est un sujet qui a réémergé récemment à Bruxelles dans le cadre des dramas dont je passerai les détails, notamment vis-à-vis de la conférence sur le futur de l'Europe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement en quoi consiste cette divergence interne entre les Nordiques et les Français, en simplifiant, et comment est-ce que vous gérez au quotidien c'est le fait que, comme vous le disiez, parfois vos pires ennemis sont dans votre groupe politique? Là aussi, je vais vous donner des exemples sur lesquels je suis confrontée, parce que vraiment, les commissions commerce, je dirais qu'il y a plusieurs commissions sur lesquelles ces divergences, c'est très symptomatique et c'est vraiment flagrant. La commission commerce international, la commission emploi, et puis la commission marché intérieur. Et c'est vrai que les libéraux nordiques, c'est la loi du marché, quoi. Si vous ne résistez pas au marché, voilà, vous ne deviez pas résister, quoi. Alors que les Français, on va être justement sur davantage de régulation. On ne va pas se cacher aussi, par exemple, dans la commission emploi, sur c'est pas une compétence qui est donnée par les traités, etc. Donc souvent, c'est des sujets vraiment en groupe, parfois très musclés. Quand on a eu les débats sur l'adoption du plan de relance ou sur le cadre financier pluriannuel, c'est-à-dire donc le budget, par exemple sur les ressources propres, sur le fait que l'Union européenne ait ses propres revenus, donc le mécanisme carbone, la taxe sur les services numériques, là aussi chez Renew, c'était des grands sujets de division. Parce qu'on n'a pas la même histoire et on n'a pas le même rapport justement au marché et au libéralisme. Donc, je pense qu'il y a quand même des sujets, le fait déjà d'être un groupe clairement pro-européen, un groupe qui croit en l'Europe, un groupe qui défend sans cesse les valeurs de l'Union européenne, qui veut lutter contre les démocraties libérales, etc. Ça, c'est vraiment aussi ce qui nous caractérise et ce qui fait qu'on arrive à faire fi de nos différences pour se retrouver sur les grands sujets emblématiques de l'avenir de l'Union européenne. Mais il est certain que des fois, on a des débats un peu musclés. Ouais, ça, en fait, c'est aussi, pour expliquer un peu la différence avec ce qu'on peut voir en France, au Parlement européen, voilà, à cause de la diversité au sein de chaque groupe politique, chaque délégation nationale est indépendante. Il y a très peu de consignes de vote. Il y a des listes de vote qui sont communes au groupe Renew, à chaque groupe politique. Donc Renew va avoir sa liste de vote. Mais derrière, sauf sur les sujets les plus importants, il n'y a pas de discipline obligatoire de vote. C'est-à-dire que derrière, Pierre Védrenne sur un dossier commerce international peut dire attendez, sur ces sujets-là, nous en tant que Français on n'est pas d'accord, faut qu'on vote autrement et vous allez voter comme les socialistes, comme le PPE, comme vous l'entendez. Et donc du coup c'est là où on voit en fait ces divergences internes qui peuvent exister effectivement et qui sont plus prononcées selon certains sujets, où même il y a même s'il y a un ADN politique commun sur les fondations. Quand on rentre dans le détail, voilà, sur certains sujets, on sait que les Nordiques, dès lors qu'il est question de commerce, de rapport au marché, voilà, ils ont une approche, ce que nous on appellera vraiment libérale économique en France. Et ce qui ne sera pas le cas chez les Français ou chez d'autres. Donc ça donne par moment effectivement des réunions sportives au sein de et c'est commun à tous les groupes politiques. Hein. Aucun groupe politique n'est uniforme. Le plus homogène en général, c'est le PPE. Donc le PPE, c'est la droite classique entre guillemets. Ok, je pense qu'on a couvert un peu la DLE. On va se plonger cette fois un peu dans la politique commerciale. Et j'ai eu la plupart de mes questions que j'ai reçues des gens sur Discord, sur Reddit, etc. étaient sur ce point-là. Donc j'ai un peu découpé les sujets. On va voir comment ça se passe. Donc la politique commerciale européenne et les accords commerciaux, ils ont souvent mauvaise presse. C'est plutôt un euphémisme de le dire, hein, qu'il s'agisse de l'accord avec le Canada, donc ça c'était le CETA, le défunt accord avec les États-Unis, ce qu'on appelle TTIP, ou plus récemment le Mercosur, donc l'accord avec l'Amérique du Sud
et l'accord d'investissement avec la Chine. Donc, sans rentrer dans le détail du Mercosur et de la Chine, ça on va en parler dans une des questions suivantes, est-ce que vous pensez que cette mauvaise réputation de la politique commerciale européenne est méritée? Si oui, pourquoi? Et sinon, comment est-ce que vous feriez pour la rendre plus populaire? Alors, est-ce que c'est mérité? Parfois oui, parfois non. C'est vrai que, en fait, je trouve que sur la politique commerciale, on a beaucoup de débats passionnels. Et qu'à des moments, c'est important d'être dans la passion, c'est sûr, mais il faut être aussi quand même dans des débats raisonnés et basés sur des faits. Et moi, ce que je constate aussi, et je le vois bien dans ma délégation ou dans d'autres, c'est-à-dire que quand il s'agit vraiment des sujets sur la politique commerciale dont vous venez de parler, c'est-à-dire la conclusion des accords commerciaux, là, ça s'emballe. Ça monte dans les tours sur les députés. Par contre, quand je rentre un petit peu, et j'étais rapporteure pour le Parlement européen sur l'application des règles en matière commerciale, le rapport The Enforcement, alors là, j'avais plus trop de collègues qui venaient m'embêter sur le sujet. Parce qu'ils ne trouvaient pas ça forcément très clair, alors que c'est capital et ça fait pleinement partie de la politique commerciale, ça nous permet de mieux défendre nos intérêts. Donc ça, je trouve que des fois, il faut remettre un petit peu de la mesure dans la politique commerciale. Après, je pense qu'il y a des critiques, par contre, qui sont fondées et qui sont justement méritées parce que l'Union européenne, elle n'a pas su démontrer qu'elle défendait toujours les intérêts européens avec force. Elle est souvent beaucoup trop naïve vis-à-vis de certains partenaires, notamment de la Chine, on y reviendra. Et je pense que sur toutes les questions aussi de cohérence, comme je disais tout à l'heure, entre notre politique commerciale et d'autres politiques, là aussi, il y a des choses à revoir. Sur la question aussi d'affirmer avec beaucoup plus de force que les produits qui rentrent sur notre marché intérieur, ils doivent pleinement respecter tous nos standards. C'est à la fois du coup une question de juste concurrence et de concurrence loyale, et c'est à la fois derrière aussi des questions de protection de consommateurs, de santé publique. Et là, je trouve que sur justement toutes les questions de mise en œuvre, la Commission n'a pas toujours été à la hauteur. Et en même temps, tout n'est pas toujours de sa responsabilité. Parce que, par exemple, tout le contrôle sur les douanes, etc., ça reste des États membres. Donc parfois, ce que je peux regretter, peut-être moins sur la politique commerciale, mais de manière globale, c'est aussi que les États membres se défaussent souvent sur la Commission européenne. C'est un peu le sport national. L'Europe, ça a toujours été un peu le bouc émissaire idéal parce que c'est loin et ça peut pas riposter. Donc c'est un peu un des problèmes qu'on voit effectivement sur pourquoi les gens sont critiques de l'Europe, parce que c'est plus facile de dire que c'est la faute à Bruxelles plutôt que de dire ouais, vous aimez pas, mais c'est moi qui je l'ai aussi approuvé au Conseil. Ça prend plus de temps et ça coûte plus dans les sondages. Ok, donc pour continuer sur trade, donc sur la politique commerciale, il faut que je m'habitue à parler 100% français. Sur la question de l'accord avec les États-Unis, donc ce qu'on appelait le TTIP. Donc ces négociations, elles ont été mises plus ou moins en état de mort cérébrale après l'élection de Donald Trump. Et la Commission avait dit que c'était plus vraiment à l'ordre du jour de leur priorité, je crois, en 2019. Mais est-ce que vous pensez que c'est un type d'accord qui devrait être réouvert? Et on se souvient notamment qu'il y avait des très grosses polémiques, notamment à l'époque sur la question de l'ISDS. Donc l'ISDS, c'est un mécanisme de règlement des différends entre investisseurs où ça se règle en privé et pas par les tribunaux nationaux. Non, le TTIP, il est mort-né, il doit rester mort-né. Vraiment, ça doit plus être à l'ordre du jour. Certes, on a une nouvelle administration américaine et c'est plaisant de voir un démocrate à la tête des États-Unis, le retour dans la logique du multilatéralisme et tout, mais on ne doit pas repartir sur des négociations type TTIP. En plus, il y a trop de sujets sur le volet vraiment commercial et économique où il y a encore des difficultés, même si ça s'améliore. Par exemple, là, sur un gros conflit qui nous oppose depuis des années à l'OMC, Airbus-Boeing, on a une pause, on va dire, dans les sanctions qui sont imposées des deux côtés pendant 4 mois, mais on n'a pas réglé le conflit, alors que ça fait plus de 10 ans que ça dure. Sur l'extraterritorialité, sur le fait que, justement, ils imposent des sanctions, là non plus. Donc, on ne peut pas repartir dans des négociations sur un traité de libre-échange de manière globale
tant qu'on n'a pas réglé ces types de différends. Et je pense que là-dessus, la Commission européenne, elle est plutôt dans cette logique-là aussi. Elle sait bien que repartir sur un TTIP où, comme vous l'avez dit aussi, il y a énormément de difficultés sur le volet investissement, ça passera jamais, quoi. Ouais, je pense effectivement la commission est passée un petit peu au-delà, je pense, de l'approche. On passe des accords avec tout ce qui bouge et choisit un peu plus ses cibles parce que voilà, entre le TTIP puis le CETA, ils ont vu que c'est quelque chose sur lequel l'Europe pouvait perdre des plumes, au moins en termes au moins dans l'opinion publique et même au Parlement européen. Et pour revenir sur l'actualité, donc les gros sujets commerce de cette année, ça va être l'accord commercial avec le Mercosur, donc avec l'Amérique du Sud, et l'accord d'investissement avec la Chine. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement où ça en est sur ces dossiers, c'est quoi les enjeux de ces dossiers-là, quand est-ce que ça va être voté, et comment est-ce que vous positionnez sur ces dossiers à ce stade? Alors, je commence par le Mercosur, parce que du coup, c'est une négociation qui a duré 20 ans. C'est une négociation particulière parce qu'on est de bloc à bloc, alors que d'habitude, l'Union européenne, elle négocie avec un seul État. Moi, ma position sur le Mercosur, elle est très claire, et c'est l'amendement qu'on a fait adopter par le Parlement européen, c'est pas de Mercosur en l'état. Pourquoi ? Parce que cet accord de libre-échange, et même accord global, parce qu'il y a un volet politique, j'estime qu'il n'est pas cohérent par rapport justement à d'autres ambitions et à d'autres politiques européennes, notamment le Green Deal. Cet accord, il y a notamment un rapport en France sur l'étude de cet accord commercial qu'on appelle le rapport en bec. Il démontre que si on conclut, si on ratifie cet accord, en fait, il va contribuer à la déforestation, à accentuer la déforestation. Et puis, il y a des questions aussi de concurrence juste et loyale sur d'autres sujets, notamment la question agricole. Et vous le savez bien, la question agricole dans nos accords de libre-échange, c'est un sujet aussi sensible pour la France. Et là, il y a des contingents sur le bœuf, notamment, à près de 100 000 tonnes, qui sont pour nous beaucoup trop importants. Et il y a des choses à revoir. Donc, ce qu'on veut et ce qu'on dit, c'est que l'accord tel qu'il est à l'heure actuelle ne permet pas d'avoir des leviers efficaces vis-à-vis de la politique menée par Bolsonaro. Alors, je vous interromps juste une seconde avant qu'on passe ensuite sur la Chine, parce que effectivement, bon bah voilà, vous êtes critique de l'accord Mercosur, donc vous pensez qu'en l'état il peut pas être adopté, mais le fait est, donc maintenant on est à la phase où le Parlement doit ratifier, doit donner il a un droit de veto en l'occurrence, mais on est d'accord que cet accord il n'aurait pas pu être conclu sur le papier sans que la France dise le OK, parce que la France a aussi un veto au Conseil. Donc est-ce qu'il n'y a pas une je n'ai pas envie de dire une contradiction, mais quand même, entre d'un côté la France au niveau du gouvernement français qui a dit OK, bon le Mercosur on signe, et ensuite vous dernière au sein de la délégation Renaissance qui est du même groupe politique que le gouvernement français, vous dit bah non, en fait on n'est pas d'accord. Non, le président de la République et maintenant le gouvernement, la position elle reste la même, pas de Mercosur en l'état. Justement, quand vous évoquiez aussi la question du calendrier sur le Mercosur, ce qu'on ne sait pas à l'heure actuelle, c'est si cet accord va être divisé, justement, et si on divise le volet politique et le volet commercial. Et du coup, le volet commercial, comme vous disiez tout à l'heure, vu qu'on est sur une compétence exclusive, c'est seulement le Parlement européen qui vote et pas les assemblées nationales. Et puis, au Conseil, on bascule de l'unanimité à la majorité qualifiée. Mais ce qu'on constate aussi, c'est que sur le Mercosur, la France n'est pas seule à dire qu'il y a un problème. Il y a l'Autriche, il y a l'Allemagne aussi qui a quand même émis de sérieux doutes. Donc tant qu'on n'a pas, et ça c'est de manière globale, et c'est ce que je disais tout à l'heure, des chapitres développement durable de nos accords qui sont réellement contraignants, tant qu'on n'a pas une gradation de sanctions, en fait on n'a pas de levier suffisamment efficace pour faire en sorte que nos partenaires respectent réellement leurs engagements. Parce que souvent, moi, ce que j'ai de la part de mes collègues, et notamment au sein du groupe Renew, ils me disent « Non, mais Marie-Pierre, tu ne te rends pas compte, dans l'accord Mercosur, il y a la référence à l'accord de Paris. »
Oui, ok, mais en quoi réellement on a des leviers complètement dans l'accord pour faire en sorte que les engagements de l'accord de Paris soient pleinement respectés? Là, il n'y a pas. Il n'y a pas suffisamment de leviers. C'est parfait, vous avez répondu à une question qui vient d'émerger dans le chat où justement les élèves de lycée demandaient est-ce que justement le Mercosur ça pourrait pas être un moyen de forcer les États concernés, donc en l'occurrence l'Amérique du Sud, à respecter les engagements écologiques. Mais ce que vous dites en fait c'est que l'accord en l'état il n'a pas les dents, il n'a pas les moyens d'appliquer ce qu'il prétend vouloir appliquer. Donc c'est tant que entre guillemets si je résume un peu votre vision, c'est sur le papier c'est bien mignon de dire qu'il faut respecter l'environnement etc. Mais derrière il faut mettre les moyens et il faut que ça suive. Et aujourd'hui vous n'êtes pas convaincu que ce soit le cas. Ok. C'est exactement ça. Et quid de la Chine? Alors la Chine, là aussi gros sujet. Donc la Chine, il y a eu la conclusion d'un accord politique après 7 ans de négociations, sur pas un accord de libre-échange de manière globale, sur un accord sur la facilitation sur les investissements. Alors forcément, ça intervient dans un contexte particulier, la crise du Covid, la situation des Ouïghours, les difficultés avec Hong Kong. Voilà, la liste est longue, on va dire, de reproches qu'on peut adresser à la Chine. Donc maintenant, tout le travail qu'il y a eu cette conclusion d'accord politique, il faut étudier le texte. Donc déjà, on vient juste d'avoir accès la semaine dernière. En février, on a eu l'accès au texte et là, on vient d'avoir accès aux annexes. Parce que c'est dans les annexes que tout le travail sur l'accès au marché, les concessions, etc., sur les différents secteurs sont précisés. Donc on est dans le groupe de travail Chine en train d'étudier un petit peu tout ça. On a des échanges très réguliers avec la chef négociatrice de la commission qui a suivi donc, les échanges sur cet accord avec la Chine. Qu'est-ce qu'on constate côté Parlement européen? C'est qu'on a quand même de nombreux doutes. Là encore, dans la même logique du Mercosur, c'est est-ce que cet accord permet réellement de répondre à nos objectifs, à savoir avoir un meilleur accès au marché chinois? Et est-ce que aussi, et là, il y a énormément de débats sur la partie donc chapitre développement durable, parce que la Commission européenne se félicite d'avoir, c'est le premier partenaire qui a réussi à imposer à la Chine ce qu'on appelle donc ce chapitre développement durable avec la partie engagement climatique et la partie droits de l'homme, droits des travailleurs. Est-ce que là encore, ça sera réellement respecté? On peut avoir de sérieux doutes, pour pas dire plus. Et c'est aussi énormément de débats qu'on a sur la ratification des conventions de l'OIT, parce que dans la formule qui a été retenue, c'est la Chine doit s'engager à faire des efforts. S'engager à faire des efforts, c'est pas la même chose que va s'engager réellement à ratifier les conventions de l'OIT. Ouais, c'est un peu un cache-pied d'ailleurs, quoi. De débats. Et là aussi, sur votre question vis-à-vis du timing, donc conclu le 30 décembre, maintenant donc, on a la publication des textes, il va y avoir tout ce qu'on appelle le travail de traduction et de conformité juridique pour faire en sorte que cet accord il passe au peigne fin de tous les juristes et de tous les analystes de la Commission et aussi côté chinois pour veiller à ce que cet accord politique soit bien traduit juridiquement. Donc ça va être un processus long aussi. Et donc pendant ce temps-là, la Commission européenne, en quelque sorte, elle doit nous donner des gages. Et on est nombreux à dire au Parlement européen que tant qu'on n'a pas avancé sur d'autres sujets et d'autres éléments, ce qu'on appelle les mesures autonomes, les leviers propres à l'Union européenne, notamment donc, le devoir de vigilance, tant qu'on n'a pas avancé sur un instrument aussi qui vise à bannir l'entrée sur notre marché de produits issus du travail forcé, tant qu'on n'avance pas réellement sur le déclenchement du mécanisme de sanction de droits de l'homme, tant qu'on n'avance pas sur aussi tout l'instrument de réciprocité dans nos marchés publics. Vous voyez, la liste est longue pour dire qu'on n'a peut-être pas suffisamment de leviers nécessaires pour avoir une relation plus réciproque avec la Chine. Parce qu'il faut voir que cet accord, ça c'est ce que dit souvent la Commission européenne, ça s'inscrit dans une stratégie globale qui dit que la Chine est maintenant un rival systémique, certes un partenaire, mais aussi un concurrent. Et moi, c'est ce que j'ai dit l'autre jour quand j'étais interrogée par la presse. Dans cet accord, je vois plus le partenaire, mais je ne vois pas réellement
le fait qu'on traite la Chine vraiment comme un rival systémique et comme un concurrent. Je trouve qu'on a quand même donné beaucoup de gages dans cet accord. Et quand j'interroge la Commission sur où sont les études d'impact, comment on va réellement engager la Chine à respecter ses engagements, je trouve que les réponses de la Commission ne sont pas à la hauteur des enjeux. D'accord, ok. Donc, effectivement, on va bien voir comment ça se déroule cette année, parce que, effectivement, comme Védrine a dit, ça va. C'est pas demain le vote, probablement fin d'année, j'imagine. Voir l'année prochaine. Voire début d'année prochaine. Mais effectivement, c'est un processus qui prend du temps et qui est, surtout quand on parle de la Chine, éminemment politique. Vous avez mentionné tous les problèmes, que ce soit Hong Kong, Ouïghours, Covid, enfin la liste est longue, hein, comme vous le dites. Hein. On peut aussi mentionner le fait que y a le contre-exemple australien, où la Chine a signé un accord avec l'Australie et au final, la Chine dit en fait l'accord, j'ai pas envie de l'appliquer. Et il y a un boycott plus ou moins chinois des produits australiens, donc ça pose des questions sur la sincérité de la signature chinoise, quelque chose dont peut-être nos amis britanniques se sont inspirés dernièrement. Donc oui, effectivement, il y a beaucoup de sources de questionnement sur ce deal, et c'est pas fini. Et c'est pas exclu que cet accord finisse un peu morné comme le TTIP a fini par l'être, si politiquement c'est pas viable. Alors j'ai quelques questions sur trade. Donc une des questions qui venait du chat, alors je la traduis, c'est est-ce que vous pensez que le monde peut être réparé à un accord commercial à la fois, et à quel point les accords commerciaux devraient-ils être larges? C'est-à-dire, est-ce qu'ils doivent couvrir la question des droits de l'homme, de l'environnement, des questions qui sont de principe et qui en fait n'ont plus grand-chose à voir en fait avec le commerce. On va au-delà de ça. C'est, comme vous disiez, en fait, c'est une question purement politique. Et comment on fait de l'enforcement derrière sur ça? C'est effectivement la question qui est posée, c'est tout l'enjeu et tout l'avenir de la politique commerciale. Parce que avec qui on est prêt à conclure des accords commerciaux? Est-ce que justement on est prêt à conclure des accords commerciaux avec un partenaire tel que la Chine, un rival tel que la Chine, parce que la place économique qu'il a dans le monde tel qu'il est maintenant, ou est-ce que justement on dit non, on ne conclut pas d'accord commercial parce que sur les volets droits de l'homme, sur les volets environnementaux, sur beaucoup de choses, avec eux ça n'avance pas. Donc, c'est toute la ligne de crête qu'on doit trouver dans la définition de la nouvelle politique commerciale. Moi, je trouve que la revue de la politique commerciale, elle est quand même assez intéressante, qui vient d'être présentée par la Commission européenne, parce que, alors, certes, le premier mot, c'est l'ouverture, et moi, je ne suis pas pour un repli, et je ne suis pas pour un protectionnisme, mais c'est souvent ce que je dis à la Commission européenne. Se protéger, ce n'est pas faire du protectionnisme. Il faut qu'on se muscle, il faut qu'on ait davantage d'outils et de leviers juridiques pour défendre nos intérêts. Parce que, en fait, si je fais un parallèle et un peu une métaphore sportive, c'est-à-dire que c'est comme si on était un sportif et on voulait aller au JO, mais sans s'être entraîné avant. Moi, si je vais au JO, je vais aller m'entraîner avant. Et là, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'avant d'aller sur le terrain mondial et de faire en sorte d'affronter des partenaires tels que la Chine, tels que le Brésil, tels que les États-Unis, on y va un petit peu avec un levier dans les négociations. Et on y va en étant beaucoup plus unis aussi. Parce que la difficulté qu'il y a aussi sur notre politique commerciale, au-delà de savoir qu'est-ce qu'on intègre dedans, même si c'est une compétence exclusive, est-ce qu'on joue réellement le jeu de tous les intérêts européens? Ou est-ce qu'on ne joue pas toujours le jeu seulement de l'Allemagne? Donc il y a toutes ces questions-là sur lesquelles il faut avancer autour justement de ce fameux concept d'autonomie stratégique qui est le cœur maintenant de la politique commerciale. Donc on voit bien que la politique commerciale, en fait, c'est un sujet qui va bien au-delà de l'aspect purement marché. C'est-à-dire, c'est pas je vends mon produit, tu m'en achètes un et c'est tout. Non, c'est quelque chose qui plus est aujourd'hui, à mesure où on élargit le champ des accords commerciaux. C'est quelque chose qui va beaucoup plus loin et qu'il y a la notion d'autonomie stratégique, mais il y a aussi une question de compétition entre blocs, parce qu'un sujet en fait dont on ne parle pas aussi souvent quand il y a question
de politique commerciale, c'est que la raison pour laquelle l'Europe va conclure un accord commercial avec tel ou tel pays, c'est pas parce que c'est un intérêt économique vital d'être présent dans ces marchés-là, c'est aussi parce que derrière, ça permet de renforcer la place dans le monde des standards européens. Et en fait, la course aux accords commerciaux mondiaux, en fait, c'est la question quel standard régional va être le standard mondial? Est-ce que c'est avec le standard européen? Est-ce que c'est avec le standard américain? Est-ce que c'est avec le standard chinois? Et donc il y a aussi cet aspect géopolitique qui intervient derrière. Et donc voilà, la politique commerciale, c'est aussi ce qui rend ça extrêmement compliqué et extrêmement passionnant aussi à suivre, c'est que c'est un gâteau avec beaucoup de couches, 5000 feuilles. Et le bon exemple par rapport à ce que vous venez de dire sur les normes européennes qui doivent devenir un petit peu des normes internationales, c'est le RGPD, le Règlement général sur la protection des données. C'est effectivement, on a, et de manière globale, c'est comment on renforce notre marché intérieur, comment on a des standards à l'intérieur de notre marché, des 27, et qu'on les projette sur la scène internationale. Et c'est là tout l'enjeu. Et le RGPD, pour le coup, c'est un bon exemple. Et c'est pour ça que, c'est ce que je disais tout à l'heure, moi je suis pas sûre que la conclusion d'accords de libre-échange maintenant à tout va, c'est la bonne solution. On est la zone du monde qui a le plus d'accords commerciaux avec d'autres partenaires. Donc c'est positif, mais on voit bien aussi par ailleurs que maintenant on a un vrai problème sur l'acceptabilité de notre politique commerciale par les opinions publiques. Et c'est là où la Commission européenne aussi, elle doit répondre à ces attentes de nos concitoyens sur la cohérence entre toutes nos politiques publiques européennes et à la fois sur l'efficacité réelle de sa politique commerciale. Tout à l'heure, vous parliez du CETA. Quand on a donc l'accord entre le Canada et l'Union européenne, quand on a un audit de la DG Santé qui dit qu'il y a des produits qui rentrent sur notre marché qui ne respectent pas nos normes, vous vous rendez bien compte de l'effet catastrophique qu'il y a auprès des opinions publiques. Parce qu'on avait avant des ONG ou différents secteurs qui ont alerté en disant « warning sur la traçabilité, s'il y a des produits qui vont rentrer, qui ne respecteront pas nos normes, nos standards, ça posera des difficultés ». Donc comment aussi on donne réellement les moyens pour travailler sur le respect et la traçabilité de tout ce qui rentre sur notre marché. Ok. Je pense qu'on a beaucoup parlé de trade, donc on va revenir sur les sujets un peu plus légers, entre guillemets. Donc on va faire les questions un peu flash, entre guillemets, des grands classiques de mon chat. C'est par exemple, que pensez-vous de l'idée d'une fédération européenne? Vous êtes pour, vous êtes contre, vous êtes incertaine? C'est ce que je vous disais au début Moi, j'ai commencé mes armes sur l'Europe au sein des Jeunes Européens. Et les Jeunes Européens, c'est du coup une association fédéraliste. Je dois dire que j'étais pas la plus grande des fédéralistes dans cette association. Moi, si je m'étais surtout engagée, c'est justement parce que je trouvais qu'on parlait pas assez d'Europe, on parlait mal d'Europe, etc. Et c'était plutôt sur le volet pédagogie à l'Europe. Je vous avoue que maintenant, je ne saurais pas répondre à cette question si oui ou non. Je pense qu'il faut une fédération. Le système actuel, il ne fonctionne pas. Il faut trouver un autre modèle, mais j'en fais pas un tabou, un totem de cette question. Parce que c'est pas, quand je rentre en Bretagne, quand j'en discute avec mes amis, etc., c'est pas la question qu'ils vont me poser, quoi. Donc, je saurais pas trop vous dire si oui ou non, au final, je suis pour une fédération européenne. Donc, on va dire la case incertaine. Voilà. Parfait. Ensuite, on change complètement de sujet et je pense connaître d'avance la réponse, mais je la pose quand même. Le siège du Parlement européen à Strasbourg, pour, contre et pourquoi? Je sais, pour. Même la preuve en est pour une bretonne. Donc j'ai pas non plus d'intérêt, on va dire, territorial, comme peuvent avoir certains collègues qui sont issus de cette région. J'ai fait plusieurs interventions au début du Covid à Strasbourg, depuis Strasbourg. Alors que je voyais mes collègues intervenir depuis la tribune et tout, alors que nous, on était dans une salle au 4e étage, perdus dans ce Parlement européen. Mais je trouve que c'est tout un symbole, en fait, à Strasbourg.
Et donc, pour moi, c'est important de défendre le siège de Strasbourg et de faire en sorte aussi que les questions européennes ne soient pas seulement identifiées à Bruxelles. Je trouve que ça, c'est un grave danger. D'accord. Intéressant. Et question liée du chat, donc c'était Géotech qui posait la question. À quand un retour du Parlement européen à Strasbourg? Est-ce que vous avez des nouvelles? Non, on n'a pas de nouvelles. On espère du coup que l'hommage, notamment à Valéry Giscard d'Estaing, va se faire à Strasbourg. Vous aviez vu, il y avait le président Sassoli qui avait ouvert une session à Strasbourg. Oui, de manière très symbolique, suite à des échanges de lettres. Ouais, mais pour le moment, on n'a pas de retour de date officielle. Non. D'accord. Autre sujet, cette fois sur la présidence française de l'Union européenne, donc qui aura lieu premier semestre de l'année prochaine, donc janvier à juillet. Quel est votre rôle à partir de janvier 2022, voire dès maintenant, puisqu'il semble que la présidence soit déjà en phase de préparation par Clément Beaune? Effectivement, une présidence, ça se prépare bien avant sa date du début. Donc, vous avez peut-être vu, il y a un comité de suivi qui a été mis en place, un comité de suivi un peu politique autour de Clément Beaune, et puis un peu un comité de réflexion qui est présidé par Thierry Chopin. Donc moi, pour la délégation Renaissance, justement, je représente la délégation dans cette commission. Donc tout le travail, c'est, vous avez dû voir aussi le triptyque qui est porté, relance, parce qu'il va falloir travailler justement à ce que nos plans de relance soient efficaces dans nos différents États membres et dans nos différentes régions. Donc comment on avance, comment on donne plus d'efficacité et on construit justement le post-Covid. Puissance, le deuxième axe, c'est comment justement l'Union européenne, elle a un rôle clé et un rôle vraiment géopolitique sur la scène internationale, sur des sujets phares, notamment le Green Deal. Et appartenance. Et là, c'est aussi lié justement aux questions de valeurs, bien évidemment, mais aussi aux questions de protection et d'Europe sociale. Donc, c'est tous ces éléments qu'on est en train de préparer. Chaque délégation française, lors de ce premier comité de suivi, a fait part de ses priorités. Dans ce comité de suivi, il y a aussi les régions de France qui est représentée, les maires, etc. Donc, on travaille tous, les parlementaires nationaux, parce que c'est important, je pense, de renforcer le lien aussi avec les parlementaires nationaux. Donc, l'enjeu, c'est d'identifier quels sont les sujets extrêmement importants pour la France qu'on veut voir atterrir sous présidence française. Et donc, ça se définit dès maintenant. Donc, par exemple, le mécanisme carbone, quand je parle de Green Deal et de puissance, mais aussi des sujets sur le salaire minimum, qui sont portés aussi par le commissaire Schmitt. Donc, on est en plein dedans. Nous, la délégation Renaissance, on a aussi identifié les axes qu'on voulait voir porter et qu'on a envie, chacun d'entre nous aussi, de pousser. Ok, alors, je vois le temps qui passe, donc j'ai deux dernières questions du chat que vous pouvez couvrir rapidement. Donc, première question de Géotech, que faites-vous pour sauver la libre circulation des personnes dans l'UE qui est mise à mal? Donc ça, j'imagine, dans le cadre du Covid. Et je vous donne directement la deuxième question, comme ça vous pouvez faire du 2 en 1. Quelle est votre position sur l'énergie nucléaire pour pallier aux... Alors, je crois que la question est un problème. Quelle est votre position sur l'énergie nucléaire pour pallier à l'intermittence des énergies renouvelables? Ok. Quelle est la place du nucléaire vis-à-vis des énergies renouvelables à cause de l'intermittence des énergies renouvelables? Ok. Alors, sur la libre circulation, donc à l'heure actuelle, pour rétablir, je pense que c'est vraiment la question pour rétablir l'espace Schengen à l'heure actuelle. C'est ça, ouais. C'est ça. Donc là, il y a quand même un travail de coordination qui est fait aussi à l'échelle avec Clément Beaune, avec d'autres ministres, pour pouvoir faire en sorte que la liberté de circulation elle soit garantie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je plaisantais sur mes 2 tests par semaine quand vous évoquiez quel était l'impact du Covid. Donc, c'est un sujet sur lequel les parlementaires sont pleinement impliqués en lien avec le gouvernement pour faire en sorte qu'on retrouve l'espace Schengen. Parce que là aussi, quand même, l'Union européenne, elle est fondée sur un marché intérieur qui est basé sur les 4 grandes libertés de circulation. Donc, si on ne garantit pas
la liberté de circulation et si on ne garantit pas et si on ne préserve pas Schengen, c'est qu'il y a un vrai problème. Donc, nous, on est pleinement investis aux côtés de Clément Beaune dans les rapports avec les différents États membres et avec les différentes institutions pour pouvoir faire en sorte que Schengen soit pleinement mis en place. Mais bon, vous le savez aussi, on a une situation sanitaire qui est difficile, qui évolue. Bon, voilà, vous avez dû peut-être voir ce matin en Bretagne le virus breton aussi. Donc c'est compliqué. Mais en tout cas, il faut garantir et faciliter notamment les choses pour les travailleurs transfrontaliers, pour les travailleurs saisonniers et détachés. Sur le nucléaire, en gros, si je résume la question, c'est si je suis pour ou contre le nucléaire. Effectivement, il y a la question sur le renouvelable du stockage de l'énergie. Moi, je vais vous dire, une partie de ma carrière, je l'ai fait chez Iberdrola Renovables sur le développement de projets éoliens. Donc, je pense que ça vous donne un axe de réponse sur mes positions sur le renouvelable. Je pense qu'il faut une part d'énergie renouvelable importante pour répondre aussi aux objectifs du Green Deal, mais je ne suis pas une anti-nucléaire pour autant. Parce que je pense qu'il faut assurer un mix énergétique et que pour le moment, tant qu'on n'a pas travaillé sur les questions de stockage, on sera bien en difficulté. Donc, il faut travailler un mix et il faut travailler sur différentes pistes pour pouvoir avoir une énergie qui soit la plus verte possible. Ok, bon le temps passe, donc ce que je vais vous proposer, c'est Mme Védrenne de dire un dernier mot à l'audience avant que vous ayez profité de votre fin de soirée et que moi je commence la dernière partie de l'émission. Donc je vous donne la parole. Déjà, j'étais très ravie de me livrer à cet exercice avec vous, même si c'est un peu bizarre parce qu'au final, je ne me vois que moi et je vois vous, votre icône. Donc c'est désolé. Non, désolé, j'ai pas de webcam. Mais c'est pas grave. Hein. Mais c'est vrai que ravie en tout cas de me livrer à cet exercice. Moi, j'essaye de le faire le plus souvent possible parce que comme vous l'avez compris, c'est aussi lié à mon histoire et ma relation en quelque sorte avec l'Union européenne et faire en sorte que en fait, tout le monde ait les moyens de s'approprier le projet européen. On peut être critique, et c'est normal d'être critique sur ce projet européen, mais je pense qu'il faut disposer de tous les bons éléments d'information pour pouvoir le faire évoluer. Et après, je dirais un autre message, c'est que je me tiens à la disposition de tous ceux qui étaient présents pour poursuivre les échanges, notamment sur le sujet commercial, parce que c'est plus mon quotidien de parlementaire, mais aussi sur tous les autres sujets. Ok, écoutez, c'est très clair. J'aimerais vous remercier, Marie-Pierre Védrenne, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions ce soir. Chat, prenez bien le temps de la remercier également et n'hésitez pas à suivre son activité sur Twitter ou n'hésitez pas à lui écrire si vous avez une passion sur le commerce international. Vous avez son Twitter sur l'image devant vous sous son flux vidéo. C'était une conversation très intéressante. J'espère que vous aurez tous apprécié l'expérience. J'espère même que vous recommanderez l'expérience à vos collègues et qu'on aura l'occasion de vous revoir ici à une autre occasion, peut-être pour continuer la discussion sur le commerce international. Donc je vous souhaite une bonne soirée, Mme Védrenne, et je vais changer d'écran pour qu'on commence à se lancer dans le débriefing. Au revoir. Au revoir. Alors, nous revoilà entre nous. Audrey qui sait mes pièces, sinon il y a notre Gossip Girl, c'est ça, je suis Gossip Girl, mais bon, je ne ferai pas la voix. Donc, discussion intéressante. On est rentré dans le détail, plus que j'aurais souhaité, mais c'est un sujet intéressant, donc je pense que ça valait la peine. Dites-moi si vous avez pu suivre quand on rentrait dans le détail des sujets. Alors j'ai noté, pour faire un peu mieux que la dernière fois où j'étais un peu en mode rambling et je sautais d'un sujet à l'autre, là j'ai pris des notes pour changer. Donc vous voyez, grosse innovation technologique, j'ai mon bout de papier et mon crayon. Et je vais repasser un petit peu sur les différents sujets qui ont été évoqués et où je pense que y a des choses à dire, parce que c'est des sujets intéressants ou des compléments d'informations à donner. Donc vous vous rappelez, au tout début de l'interview et dans mon introduction, on parlait de la place de la francophonie, c'est-à-dire pourquoi c'est important de parler français. Je reviens un peu sur ce que j'avais dit en introduction, sur le fait que il y avait eu pas des critiques, mais des remarques
remarques, se dire ah bah tiens, pourquoi est-ce que tu fais pas l'interview en anglais comme tu fais le reste et plutôt de le faire en français. Donc comme je l'ai expliqué, Mme Brennan l'a réexpliqué, c'est important de parler dans sa langue natale et de parler aux gens qui nous ont élus. Qui nous ont élus. Non, j'ai pas été élu, qui ont élu Madame Védrenne, pardon. Je me mets député à la place du député, désolé. Mais effectivement, la question de la francophonie, c'est un sujet qui est politiquement sensible, hein, parce que la France, c'est la France, hein, donc le français, ça doit être la langue européenne. Mais j'en discutais aussi avant le début du stream avec Madame Védrenne sur le fait que voilà, il y en a certains dont c'est le dada, la question du français, l'usage du français. Donc je pense notamment à Jean Quatremer, journaliste de Libération, qui est très connu pour ça. Mais c'est en fait la question, c'est pas parler français pour parler français, en fait, c'est parler français et parler anglais là où c'est utile de le faire. Et comme le dit Géotech, beaucoup de Français ne parlent pas vraiment anglais. Ils sont pas bilingues. Je veux dire, moi j'ai pas de souci, j'aurais pu faire cette interview en anglais, j'aurais aucun souci. Je suis sûr que Mme Védrenne aurait pu faire l'interview en anglais sans aucun souci. Le français, je peux pas dire lambda, mais qui n'est pas habitué au sujet européen, il n'aurait pas pu suivre, ça aurait été impossible. Déjà qu'on est sur des sujets techniques, si en plus c'est dans une langue qu'il ne comprend pas, ça a aucun intérêt. Et l'objectif de ces interviews, c'est de mettre un visage, de faire en sorte que les gens soient accessibles, qu'on sache qu'on parle un langage commun. Donc c'est aussi pour ça que l'usage du français dans certains cas est important. L'OPC qui sait Please become Canadian Prime Minister and speak both. Effectivement, on pourrait devenir Premier ministre canadien, même si après derrière ça pose d'autres problèmes, hein. Ou même Premier ministre belge, ça pose toujours des problèmes quand ils doivent switcher entre le français et le néerlandais. Donc la question de la francophonie, voilà, c'est un sujet qui revient régulièrement à Bruxelles. C'est un sujet important, même s'il y a aussi un côté un peu hystérique par moment sur le sujet. On en parlait, où parfois il y a Monsieur Quatremer qui vient sniper les députés qui font l'injure de parler en anglais au Parlement européen, quand bien même ça peut justifier. Bon, voilà, c'est des sujets particuliers. Autre sujet que Mme Védrenne a évoqué sur son parcours, c'est le fait qu'elle est devenue directement députée européenne. Et elle n'a pas été élue auparavant. Et ça, c'est vrai que c'est une nouveauté, pas une nouveauté, parce que ça arrivait avant, mais c'est une tendance qu'on a vu émerger à partir de 2019, où on a vu arriver pas mal de primo-arrivants, des gens qui n'avaient pas été élus auparavant. Et ça peut sembler bizarre parce que souvent il y a cette idée qui se défend, encore une fois, je prends pas de position définitive sur ça. C'est comment est-ce qu'on peut être directement député, ou est-ce que c'est l'aboutissement d'un parcours politique? Où en gros, on commence entre guillemets en bas, on devient conseiller municipal, puis on devient maire, puis on devient conseiller régional, puis on devient député national. Alors ça, éventuellement, j'ai envie de dire, pour beaucoup de politiques français, être à l'Assemblée nationale ou être au Sénat, c'est un peu l'apothéose. Et le fait d'être au Parlement européen, c'est un peu la voie de garage. Mais du coup, effectivement, c'est un type de profil qu'on voit émerger où, en fait, on a des techniciens dans une certaine mesure, des gens qui sont spécialisés dans certains sujets, qui deviennent députés et qui du coup doivent découvrir le jeu politique. Ce qui demande du temps n'est pas naturel nécessairement, donc c'est toujours un process qui prend du temps, et ça vient avec ses propres challenges, hein, parce que on entend souvent dans l'opinion publique, ah oui, mais les députés carriéristes qui font, les hommes politiques carriéristes qui ont été hommes politiques entre leurs 18 ans et leurs 70 ans, c'est pas bien parce qu'ils sont déconnectés, etc., etc. Oui, c'est un sujet qui peut se défendre, mais à l'opposé, on a d'autres polémiques sur ceux qui deviennent politiciens après avoir déjà mené une carrière. L'Europäische qui demande Who's next and when, ça sera députée verte allemande, j'ai noté son nom, Jutta Paulus. Donc ça, je reparlerai après, mais ensuite on repassera à l'anglais et chez les Allemands verts. Autre sujet qui était intéressant à soulever, alors je passe sur un certain nombre de points parce que je vois le temps qui passe et je vois qu'il y a quelques questions dans le chat.
pour revenir un peu sur les sujets techniques, sur le sujet de trade, on a beaucoup parlé de commerce international et c'est un sujet qui est effectivement important, qui est très technique, mais politiquement très intéressant. Quand on commence à s'y intéresser, ça a été dit, il y a une tendance à radicaliser les débats. Alors ça, c'est quelque chose c'est un de mes pet peeves, c'est quelque chose qui m'énerve profondément. C'est cette tendance à vouloir tout radicaliser. Genre par exemple, je me souviens à l'époque où il y avait l'accord CETA, donc l'accord avec le Canada. On nous prédisait la fin du monde, l'apocalypse, 15 jours après l'adoption du CETA, que l'Europe allait être envahie de poulets aux hormones, etc. Alors que l'accord ne comprenait pas ça. On peut avoir des critiques sur le contenu d'un accord, mais après il faut savoir rester raisonnable et pas crier à l'incendie alors qu'en fait il n'y a rien. Certes ça permet de scorer des points politiques, mais c'est cheap. Et voilà, c'est un sujet qui revient régulièrement. Et pour continuer sur la politique commerciale, donc je l'ai pas interrompu quand on faisait ça, parce que voilà, elle était dans son flow et voilà, elle était dans son raisonnement, je voulais pas l'interrompre. Quand elle a parlé de TTIP, elle a parlé de la question de Airbus Boeing, donc, et de l'extraterritorialité. Je vais y arriver. Alors juste, je reviens un peu sur ça pour expliquer en fait qu'est-ce que c'est. La question Airbus Boeing, c'est un sujet qui traîne depuis 10 ans, si ce n'est plus, voire beaucoup plus que ça, parce que je me souviens d'avoir lu des questions sur Airbus Boeing à l'époque où j'étais au lycée, donc ça remonte un peu. En fait, la question là, c'est les États-Unis et l'Union européenne qui se tapent dessus parce que ils s'accusent d'avoir subventionné, l'un et l'autre, d'avoir subventionné leur industrie respective. C'est-à-dire que les États-Unis accusent l'Europe d'avoir subventionné Airbus, et donc de lui avoir donné un avantage compétitif vis-à-vis de Boeing, et inversement, l'Europe accuse les États-Unis de donner des avantages financiers ou des subventions à Boeing pour faciliter la vente d'avions Boeing par rapport aux avions Airbus. Donc c'est un sujet qui revient régulièrement à l'OMC. Donc l'OMC, c'est l'Organisation mondiale du commerce, donc c'est un peu l'endroit où tous les différents commerciaux internationaux vont se régler. Et la pratique jusqu'ici, c'était ce qu'on appelle du tit for tat, c'est-à-dire je te sanctionne et tu me sanctionnes en retour. C'est-à-dire un panel de l'OMC allait dire alors oui, il y a des trucs un peu bizarres qui se passent chez Airbus. Alors du coup les États-Unis utilisent leur droit de rétaliation, leur droit de riposte, et donc ils vont taxer des produits européens pour entre guillemets compenser les pertes qu'ils ont subies sur Boeing, et inversement l'Union européenne qui dit ok, je fais la même chose sur Boeing. Donc c'était un peu un échange on se tient mutuellement par la barbichette, et ça ne faisait pas avancer les choses. Donc le fait qu'effectivement il y ait des progrès dans ce dossier, peut-être qu'on sortira un peu par l'eau de ça. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la question de l'extraterritorialité. Donc ça c'est un truc très américain, où du fait de sa puissance incontestable par rapport aux autres, c'est... alors Icaros qui se plaint, Marie est plus facile à traduire que vous-même par dictée. Oui, désolé, je dois parler probablement trop vite. Désolé. Donc je vais faire un effort pour parler un peu plus lentement. Donc la question de ce qu'on appelle l'extraterritorialité, c'est le fait que les États-Unis vont adopter des lois pour sanctionner un pays, et ils vont dire ma loi, je ne l'applique pas seulement aux Américains, aux entreprises américaines, je vais l'appliquer aussi à toute entreprise dans le monde. Donc l'exemple classique en la matière, c'est par exemple l'Iran. Donc vous savez, les États-Unis et l'Iran ont depuis longtemps des relations difficiles, et l'Iran a des relations difficiles avec pas mal de gens d'ailleurs, et ce qui se passait, c'est les États-Unis ont imposé des sanctions économiques sur l'Iran. Donc l'idée étant qu'une entreprise américaine n'a pas le droit de faire de deal, d'être sur le marché iranien, et s'ils le font, ils sont sanctionnés. Alors que ce soit des amendes, ou ils perdent l'accès au marché américain, enfin voilà, il y a tout un ensemble de sanctions. Donc c'est très bien s'ils le font à l'échelle américaine, hein, c'est leur bon droit, mais ce que les États-Unis aussi ont dit, ça s'applique aussi pour toute entreprise européenne aussi qui ferait un deal avec l'Iran. C'est-à-dire qu'une entreprise, admettons française, qui est par exemple l'industrie automobile, il faut savoir que Renault, Citroën étaient très présents historiquement sur le marché iranien, donc il y a toujours eu des liens entre Renault, Citroën
et l'Iran. Et donc du coup, ce que ça veut dire, c'est que les États-Unis pouvaient sanctionner Renault ou Citroën parce qu'ils vendaient leurs voitures ou ils passaient des deals avec l'Iran. Et comment ça se présentait? C'est-à-dire que les États-Unis allaient dire ok, Renault, Citroën, vous n'aurez plus le droit de vendre vos produits aux États-Unis, ou on va vous les taxer. Donc c'est un peu les États-Unis qui utilisent leur statut de première puissance mondiale pour imposer leurs lois. Donc voilà un peu sur la question de trade. Et dernier point avant de conclure, parce que je vois que ça fait bientôt 1h30 qu'on parle, c'est la question strasbourgeoise. Donc Strasbourg, c'est un peu la tarte à la crème. C'est un sujet qui revient tout le temps. Où la question c'est pourquoi est-ce que le Parlement européen a 2 sièges. Alors, je vais même revenir dans le détail sur ça. Pourquoi ils ont un siège à la fois à Bruxelles et à la fois à Strasbourg? Pourquoi tout n'est pas basé à Bruxelles? C'est du gâchis de faire du voyage entre les deux. Et donc, au début, il y avait effectivement cette idée de symbole, c'est-à-dire que une des raisons pour lesquelles Strasbourg avait été choisi, c'était en tant que symbole politique de la réconciliation franco-allemande. Donc, Strasbourg étant à la frontière entre la France et l'Allemagne, et Strasbourg ayant changé d'appartenance territoriale beaucoup de fois au cours des 150 dernières années, c'était un symbole de la réunification, enfin pas la réunification, de l'entente franco-allemande, et donc qui était à l'origine de l'entente européenne. Pour autant, excusez-moi, je m'étouffe. Le fait est, comme le dit Newton Misderi, en tant que Français, il n'y a aucun député qui est contre Strasbourg. Il y a quelques députés verts, je crois, qui sont contre. Excusez-moi, je suis en train de m'étouffer. Mais voilà, le problème est que aujourd'hui, ce symbole franco-allemand a de moins en moins de poids. Aujourd'hui, dès qu'il y a des votes sur le Parlement européen à Strasbourg, il y a toujours les Français sont isolés. On voit les Français, les Luxembourgeois, quelques députés allemands de la zone de la Ruhr, excusez-moi, donc la zone frontalière. Donc ça complique les choses. Et ces questions du symbole, en fait, je pense que, alors là c'est mon opinion personnelle, donc vous en faites ce que vous voulez, ça pose des questions sur pourquoi est-ce qu'on est pour l'Europe. Je pense que jusqu'à la génération de mes parents, je pense, donc on va dire les gens qui ont 50 ans ou plus, la question de l'Europe en tant que symbole de paix, en tant que symbole de réunification, d'entente franco-allemande, et c'est la raison pour laquelle on est pro-européen, c'est la raison pour laquelle on défend Strasbourg. C'était une vraie thématique, c'était quelque chose qui portait. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Les gens ne sont plus, les gens de ma génération, les plus jeunes, ne sont pas pro-européens parce que l'Europe est un symbole de paix. Oui, effectivement, l'Europe est un symbole de paix, mais ça veut rien dire pour eux. Pourquoi? Parce que nous, nos parents, nos grands-parents, ils n'ont pas vécu la guerre. Ils savent pas ce que c'est. Donc pour nous, oui, certes, on a étudié ça à l'école, mais ça a pas de valeur. Ça veut rien dire concrètement pour nous. Parce que on tient ça pour acquis. Ça veut pas dire qu'il faut pas qu'on s'en fout, mais ça veut dire que c'est des sujets importants, mais c'est pas les raisons pour lesquelles on est pro-européen. Je veux dire, si on prend les gens de notre génération ou les plus jeunes, pourquoi ils sont pro-européens? Parce que il y a Erasmus, parce que il y a roaming, parce qu'il y a GDPR, parce que voilà, il y a des politiques réelles qui impactent leur quotidien. Et je pense qu'il y a le fait de s'accrocher désespérément au symbole. Alors là, ça va au-delà de Strasbourg, mais même une idée, l'Europe c'est bien, il faut être absolument pour, uniquement parce que c'est la garantie de la paix sur le continent européen. Oui, c'est vrai, mais ça fonctionne plus aujourd'hui. Faut aller plus loin. Faut que l'Europe elle aille au-delà des slogans, je pense. Et c'est un sujet important, et c'est quelque chose qu'on a vu aussi dans le Brexit, hein, parce que quand on parle avec les Britanniques, oui, mais l'Europe c'est bien pour la paix, mais un Britannique il s'en fout de ça, d'une part parce qu'historiquement ils étaient dans leur idée nationale, c'était la Grande-Bretagne seule contre le reste du monde à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, donc pour eux la question de la paix européenne c'est pas vraiment un sujet, et d'autre part, point de vue national, pour eux l'Europe, comme ils avaient une option de l'idée d'aller vers le moins d'Europe possible, le bénéfice de l'Europe pour eux ils le voyaient pas, et enfin ils l'ont découvert au moment des négociations sur le Brexit.
Donc voilà un peu au niveau du débrief, les points qui m'ont, pas carrément interpellé, mais sur lesquels je trouvais intéressant de revenir. Alors, je regarde vite fait dans le chat. J'ai vu passer des questions. Je vois Audrey qui demande est-ce qu'un cabinet de 3 appâts c'est suffisant, surtout sans relais local. Oui, ça peut être suffisant. C'est sportif. Je sais que j'en ai discuté au téléphone avec l'un des assistants de Mme Védrenne. Ça peut être sportif parce qu'il du coup, il faut aussi le travail d'un assistant local. Donc, mais on peut parfaitement bosser avec 3 assistants. Parlementaires. Hein. En général, les députés ont entre 2-3 assistants parlementaires. Donc on peut parfaitement faire le boulot avec ça, même si ça demande beaucoup de temps. Et encore une fois, désolé Ikarov, les Français parlent vite et moi je parle encore plus vite que la normale. Donc c'est un défaut que j'ai. J'en suis désolé. J'espère que tu as pu quand même suivre un peu ce qui s'est passé pendant l'interview. Bref, je vois le temps qui passe, il est 22h, donc je pense qu'on peut s'arrêter ici. J'espère que vous avez apprécié l'interview, ainsi que le format. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours, que ce soit via le chat, sur Twitter ou le Discord, hein, les liens sont dans ma bio. Comme je l'expliquais, la semaine prochaine, même jour, même heure, je repasse à l'anglais. Et j'accueillerai la députée verte allemande Jutta Paulus. Donc soyez sûr de vous connecter et de participer à la discussion. Je remercie aussi mes nouveaux followers, Ikarov pour les bits, même si je lui ai dit de ne pas m'offrir de bits, mais merci quand même, ça me paiera le café. Je vous remercie tous de votre présence et je vous souhaite une bonne fin de soirée. À la semaine prochaine.